Michel, je vous laisse la parole, je coupe mon micro et puis s'il y a besoin, je réinterviens. Eh bien, merci de m'accueillir sur votre plateforme. Je m'appelle Michel Tourès, je suis professeur en- dans le secondaire. Je vous parle de Carpentras et je vais m'effacer là pour vous présenter une diapositive. Je vais parler dessus. Donc, merci de vous intéresser à la photosynthèse. Vous voyez, d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de photosynthèse? On parle de création de liaisons chimiques riches en énergie euh, euh, grâce à photo, la lumière en grec. Donc, on parle à la fois de lumière et de fabrication de, de liaisons chimiques. Je vous présente ici une image de satellite d'une image des activités photosynthétiques sur la Terre. Alors on s'aperçoit que la photosynthèse, elle concerne, elle est très forte sur les continents et dans le nord et dans le sud des océans. Ce genre d'image est utilisé par les pêcheurs parce que là où il y a de la photosynthèse, eh bien, il y a des algues donc, et il y a la chaîne alimentaire se met en route et donc il y a des poissons. Ça, c'est une chose. La photosynthèse, finalement, nous, animaux, c'est ce qui nous fait vivre. Et il faut que toujours soit présent dans nos esprits que tous les actes de notre vie, je bouge mes mains, mes muscles fonctionnent grâce à de l'énergie qui a été stockée sous forme de liaison chimique dans des végétaux. Ou indirectement, si j'ai mangé des animaux, si les animaux ont mangé à un moment ou à un autre des végétaux. Si j'en appelle actuellement à ma mémoire, c'est je fais intervenir de l'énergie et cette énergie, elle vient forcément de plantes. Que les choses soient bien claires. Je crois que c'est assez clair déjà pour tout le monde hein, qui a une éducation scolaire. Continuons. La plante. Si, avec un microscope très modeste, on s'aperçoit que la plante est faite de cellules dans lesquelles, pour certaines cellules des plantes, on voit des espèces de petits fantômes de globules qui sont les chloroplastes. Donc la photosynthèse, elle a lieu dans les chloroplastes, c'est-à-dire c'est ce que vous voyez là, ces petits ronds. Une cellule végétale, c'est plus complexe qu'une cellule animale. Elle a, parce qu'une cellule animale, elle a un organite extérieur avec un ADN qui lui est propre, qui est la mitochondrie. La cellule végétale, elle a des mitochondries, mais elle a aussi des chloroplastes qui ont leur propre ADN. Les chloroplastes ont une origine symbiotique comme la mitochondrie. Elle a son ADN, donc elle est quasi autonome. Son ADN ne suffit pas à coder tous ses constituants, donc elle délègue au noyau une partie de son ADN, mais clairement, son origine est symbiotique, c'est-à-dire que ça devait être, il y a 2 milliards et demi d'années, une bactérie. Elle a en plus une cellule végétale, cette vacuole qui stocke des sucres, des poisons, des essences, toutes sortes de choses. La cellule végétale est plus complexe dans ce sens qu'une cellule animale. Bien, alors comme dans les feuilletons de Colombo, on donne la solution au problème dès le départ. Euh, donc, que fait la cellule végétale lorsqu'elle est éclairée, qu'est-ce qu'elle fabrique comme molécule? Eh bien, elle en fabrique
dans un premier temps, hein, je sais qu'on vous a appris que, la photosynthèse, ça fait du glucose, mais c'est vraiment à la fin d'une chaîne très complexe que le glucose est formé. Donc ces 2 molécules, ah, voilà que je suis perdu. Ah, je reviens à je vais vous les montrer, c'est l'ATP qui est très classique. Vous voyez, l'ATP, l'adénosine triphosphate, quand je bégaye, c'est que je ne sais plus faire quelque chose. Je voulais vous montrer en 3D l'ATP. L'ATP, c'est de l'adénosine triphosphate. Voici les 3 atomes de phosphate. Donc, quand on éclaire une plante, toute une machinerie que l'on va voir se met en route et cette ce phosphate-là va être ajouté in fine à, l'ADP, l'adénosine diphosphate. Je fais une digression parce que ça m'amuse. Vous avez ici l'adénosine. L'adénosine, c'est un nucléotide qu'on trouve dans l'ADN. C'est étonnant, ça ne cesse pas de m'étonner, mais, l'énergie et l'information sont corrélées dans la vie. Eh bien, elle fabrique une autre molécule, NADPH, décidément. Voilà. Vous voyez aussi 3 phosphates. Donc l'ATP, NADPH, c'est tous les êtres vivants en sont pourvus, hein. Ce sont des molécules vraiment de base qui font fonctionner nos cellules. Vous avez aussi là encore de l'adénosine qui, qui est aussi un nucléotide de l'ADN. Alors NADPH, nicotinamide dinucléotide phosphate, avec ce H qui cet hydrogène, donc cet atome d'hydrogène, je ne sais pas, parmi tous ces atomes d'hydrogène, je ne sais pas lequel est ajouté, mais en tout cas avec l'énergie de la lumière, un de ces atomes d'hydrogène est ajouté à une molécule de NADP. Je reviens à mes images. Donc, comment? On a vu où, c'est-à-dire dans les chloroplastes, ces globules. Comment? Eh bien, il faut d'abord peut-être lancer un paradigme qui est assez nouveau, qui a été proposé par Robert Mitchell en définissant la vie. La vie, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un gradient de protons, c'est-à-dire d'atomes d'hydrogène sans leur électron, de part et d'autre d'une membrane. Tout ce qui est vivant est pourvu de membranes et tire son énergie d'un gradient de protons de part et d'autre de cette membrane. Ah, la partie là extérieure de la membrane qui contient beaucoup, qui peut être la partie inférieure, qui contient beaucoup de protons, on va dire qu'elle est plus acide. La partie de l'autre côté de la membrane où il y a moins de protons, elle est moins acide. Et de ce fait, on a de l'énergie potentielle qui peut être collectée. Ça, c'est quelque chose de fondamental à retenir. Donc, notre photosynthèse, elle va se débrouiller, notre cellule végétale va se débrouiller pour établir un gradient d'hydrogène, de protons. Le proton, c'est le noyau d'hydrogène. De protons de part et d'autre d'une membrane. Comment? Voici le schéma du chloroplaste qu'on a vu tout à l'heure dans les cellules. Voilà, les chloroplaste, là, c'est un schéma. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, un empilement de saccules qu'on appelle des granats. Qu'est-ce que c'est que ces piles d'assiettes? Ce sont des éléments, des jetons qui sont creux, qui sont reliés entre eux par des lamellas. Et donc, on a un extérieur, finalement,
et un intérieur. L'intérieur de ces saccules, séparés par une membrane. Voilà une image, microscope électronique, on les voit, c'est la même chose, mais au microscope électronique. C'est des empilements. Je vous présente là un schéma où on agrandit ce jeton-là, on distingue bien un extérieur d'un intérieur. Ça, c'est fondamental, il faut passer par là pour comprendre quelque chose. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le stroma et ici le lumen. Dans les chloroplastes vont concentrer des protons, donc des atomes d'hydrogène, à l'intérieur de la partie interne, dans le lumen. Donc il y en aura moins là et plus là, quand la machine va se mettre en route. À partir de ce moment-là, l'énergie va pouvoir être tirée de ce système pour fabriquer les molécules dont j'ai parlé initialement, NADPH. Voici. Alors comment tout ça va fonctionner? Je regarde mon plan de temps en temps, c'est pour ça que j'ai un point encore à ajouter qui, qui peut être paraître rébarbatif. Mais ce dont on va parler, c'est un procédé d'oxydoréduction. C'est des termes chimiques qu'on voit au lycée qui sont présentés d'une façon barbante, mais il faut savoir que tout processus de vie dépend de l'oxydoréduction. Qu'est-ce qu'un oxydant? C'est un donneur d'électrons. Un, je me trompe chaque fois, alors on va vérifier. L'oxydoréduction, l'oxydant accepte des électrons, le réducteur donne des électrons. Donc ça va être notre histoire de photosynthèse, ça va être des flux d'électrons d'un donneur à un accepteur. Toute opération chimique dépend de ce flux d'électrons. Il faut passer par là. C'est rébarbatif, mais il faut le savoir. Donc comment? Eh bien, grâce à 4 machines. En biochimie, quand c'est très compliqué comme ça, ben, on appelle ces systèmes des complexes. Vous avez 4 complexes et on va les voir en, je regarde l'heure de temps en temps, on va les voir les uns après les autres. D'abord, est-ce que vous reconnaissez là la membrane? La membrane des petits sacs qui sont là. Là, on les a coupés, on a la membrane est ici. Je reprends donc voilà la membrane et c'est une vue en coupe. Alors, inutile de vous dire que là, on est dans des échelles de taille qui sont l'inverse de la cosmologie. C'est-à-dire, on est dans le très petit. Notre cellule de départ végétale, elle fait peut-être à ces échelles-là un département français, quoi. Donc, on est vraiment à l'échelle moléculaire. Et, et donc, 4 complexes. Celui-là, qu'on va appeler photosystème 2, photosystème 1, on ne l'a pas dans nos cellules. Mais celui-ci, qui s'appelle un cytochrome, on en a un. Une ATP synthase, on en a. Donc, c'est des choses qui sont connues, même pour les animaux, sauf les collecteurs de lumière. Donc, on va commencer par le plus connu, le plus complexe,
c'est le photosystème 2. Le photosystème 2, il va absorber la lumière, surtout on l'appelle P680, donc il va absorber la lumière dans du bleu vert, du bleu, un bleu sale, quoi. 680, c'est 680 nanomètres, c'est la longueur d'onde de la lumière qu'il absorbe. Il est fait de protéines, ces protéines enchâssent des pigments. Vous avez autour de ce photosystème un collecteur de photons. Ça représente les photons. Ça s'appelle une antenne. Pour guider les photons vers un centre réactif qui se trouve par ici, eh bien, il faut d'abord les collecter. On est dans des échelles de taille où il ne serait pas possible qu'un photon arrive jusque-là s'il n'y avait pas une antenne. Cette antenne, elle contient du carotène, de la chlorophylle B, de la chlorophylle A et des anthocyanines. Et peut-être d'autres pigments qui m'ont échappé. Donc ce sont des pigments qui vont collecter les photons et les envoyer sur un centre réactif qui est fait de 2 chlorophylles A. Alors à quoi ressemble la chlorophylle? La chlorophylle, puisque quand même c'est la petite vedette de la photosynthèse, je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, je reprends. Là, il y a un bug. La chlorophylle, il faut quand même que je vous la montre. Voilà. Vous avez en bleu 4 atomes d'azote. En rouge, c'est l'oxygène et tout ce qui est gris, c'est du carbone, c'est une molécule organique. Elle est équipée d'une longue queue lipidique et donc c'est le premier métal que l'on rencontre là, c'est le magnésium. Là, vous avez une image de chlorophylle A. Je ne suis pas capable de faire la différence avec la chlorophylle B, mais bon. Donc, notre photon va arriver sur ce centre réactif qui est composé de 2 chlorophylles A. L'effet du photon va être d'expulser un électron à très haute énergie vers des accepteurs. Alors ça, vous gardez ça en mémoire. Un électron, à cause d'un photon de 680 nanomètres, va être expulsé et accepté par une autre molécule. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre chlorophylle, notre complexe chlorophylle et ses protéines autour vont être avides de l'électron qu'ils ont perdu. C'est une mère à qui on a kidnappé son enfant. Eh bien, cette avidité d'électrons, elle va se reporter vers ce complexe qui est accolé au photosystème 2 que vous avez là, qui contient du manganèse, du calcium et un atome de chlore. Et ce complexe qu'on appelle OEC, eh bien, c'est lui qui va décomposer la molécule d'eau. Donc, l'électron qui est parti de la chlorophylle, eh bien, on va le remplacer par des électrons qui sont prélevés dans la molécule d'eau. Si on prélève des électrons dans une molécule d'eau, elle va se casser. Donc, de l'oxygène va se dégager et un hydrogène, donc là est indiqué 2 molécules d'eau, eh bien, il va y avoir 2 atomes d'oxygène O2 qui vont être dégagés et 4 hydrogènes qui vont partir dans la partie interne, donc dans le lumen, qui va devenir plus acide. Cet oxygène, c'est une catastrophe pour la plante. Il faut que cet oxygène s'échappe. Par diffusion, il va s'échapper. Mais il va faire des dégâts. Et on n'est pas vraiment sûr, mais on pense que le carotène qui se trouve dans les antennes va diminuer sa capacité toxique.
cet oxygène. On on n'aura pas le temps d'en parler, mais l'oxygène est un problème pour les plantes, surtout depuis que la Terre est complètement saturée d'oxygène. Enfin, il y a 21 d'oxygène. Donc on y est. L'oxygène, on s'en débarrasse. On a 4 protons qui vont se mettre ici et voici que notre électron, eh ben, va suivre tout un chemin de molécule en molécule, jusqu'en passant par du fer. C'est encore un métal que l'on retrouve, de l'oxyde de fer, Fe2+, pour aller rejoindre une phyto, une, ta, 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 une phytocyanine qui est finalement une chlorophylle, mais sans magnésium, pour après passer sur ces éléments, ces transporteurs qui sont des plastoquinones. Je regarde l'heure, je vois que je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. Les plastoquinones sont des transporteurs qui vont pouvoir voyager dans la membrane plasmique du chloroplaste. Ils vont être récupérés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont transporter? Ils vont transporter un électron et des protons pour atteindre le cytochrome qu'on appelle B6F. Je vous avoue que pour étudier et comprendre la photosynthèse, c'est ce système-là qui me cause le plus de problèmes. Il faut bien se mettre en tête que tous ces éléments que l'on est en train de voir, ils sont encore, les chercheurs cherchent encore à identifier, à comprendre leurs différents éléments. On n'est pas sûr de tout et il y a des choses où c'est bien déchiffré et d'autres où c'est encore très flou. Celui-là, il est quand même costaud. On en a un dans nos mitochondries, il s'appelle cytochrome C1. Celui-là, il est quand même particulièrement complexe parce qu'il est double. Il y a un cytochrome B6 et un cytochrome F. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va trouver un complexe fer-soufre qui va accepter des électrons. Donc son rôle, c'est d'accepter des électrons et surtout de pomper des protons de part et d'autre de la membrane. Donc on a vu déjà que ça pompait, le P680, ben, il arrivait à libérer 4, 4 hydrogènes, mais lui, il va faire beaucoup mieux. Donc son rôle est celui-là. J'accélère un peu. Le cytochrome F, qui est à la base côté interne, côté lumen, il est accolé à une plastocyanine. Encore un métal. Plastocyanine, c'est je crois que j'ai mis là, c'est une protéine qui contient un atome de cuivre. Petite parenthèse, vous comprenez qu'une plante, elle a besoin de sels minéraux. Tous ces sels minéraux qu'on a vus, du fer, du magnésium, des ions fer, des ions magnésium, sont nécessaires à la plante. Une plante à qui on ne donnerait pas assez de magnésium, eh bien, sa photosynthèse va pas se faire, va pas être optimale. Bizarrement, si on a trop, il y a aussi un effet toxique. Donc là, vous voyez qu'il y a besoin d'un atome de cuivre pour faire la transition entre ce photosystème 2 et un autre photosystème 1. Je suis désolé, c'est complexe, mais c'est comme ça. Donc l'électron de départ, là, qui est parti du centre de ma chlorophylle, ici, on va le retrouver ici, mais il a perdu beaucoup d'énergie. Il a accompli un certain travail, il a donné
les capacités au cytochrome B6F de pomper les protons. Ici, il va être reboosté, et sérieusement reboosté, bien plus que par P680. Il s'appelle P700. C'est le photosystème 1. P700 parce qu'il travaille dans le rouge, lui. L'électron va être boosté, et toujours, hein, cet électron va sauter de molécule en molécule. Et là, une molécule particulière qu'on va trouver pour la première fois, des molécules hémiques, c'est-à-dire des M. M, ça vient du grec le sang. C'est la même qu'on va trouver dans notre hémoglobine, c'est-à-dire une cage, comme pour la chlorophylle. Vous voyez, c'est à peu près la même cage, mais là, vous avez un atome de fer. Alors, ça, c'est un petit détail. Et peut-être une petite digression, mais nous, animaux, on est une espèce de bricolage, de récupération d'éléments qui existaient bien avant qu'on soit sur Terre. Et donc, le fer hémique, on le trouve chez les plantes aussi, ce qui nous permet de transporter l'oxygène. Là, ça transporte des électrons. Chez nous, ça transporte de l'oxygène. Donc, une autre parenthèse, une des molécules transporteuses d'électrons va être une phytoquinone. La phytoquinone, c'est la vitamine K1. Là, elle transporte des électrons. La vitamine K1 chez l'être humain, je suppose chez tous les mammifères, c'est ce qui sert à ce que notre sang ne soit pas soumis à des hémorragies, ce qui permet donc de coaguler. Ça permet aussi la croissance des os. Qu'est-ce que ça fait là? Voilà, mystère. Un autre rôle. Donc ça laisse à réfléchir. Bon, moi, ça ne cesse pas de m'interroger, ce genre de choses. Vous avez ici notre électron, il suit son chemin, il va être récupéré par un complexe fer-soufre, ça c'est important, complexe fer-soufre, important parce qu'on va les trouver dans tous les êtres vivants, ce qui a laissé certains chercheurs imaginer qu'au début de la vie, le fer et le soufre étaient présents pour établir ce gradient de protons de part et d'autre d'une membrane. Donc on pense qu'à l'origine de la vie, euh, deux suspects probables sont le fer et le soufre. Voici que notre électron passe à une molécule FAD, coenzyme FAD. Coenzyme FAD, c'est attendez que je retrouve une flavine adénine dinucléotide. Eh bien, c'est la vitamine B2. Elle aussi, on la trouve chez nous. La vitamine B2, c'est une flavine. J'ai pas le temps de vous montrer l'image, peut-être que tout à l'heure, si. Et puis, on arrive presque au bout. On atteint une enzyme qui s'appelle FNR et qui, elle, souvenez-vous, va prendre NADP pour faire du NADPH. Donc, c'est le produit, un des deux produits issus de la première étape de la photosynthèse. NADPH, à bien retenir. Bien, là, en ce qui concerne nos électrons, c'est terminé. Ouf. Nous avons, bilan de tout ça, un gradient de protons. Ici, il y a beaucoup plus de protons que là. Eh bien, on arrive à cette machine qui est la petite vedette des biologistes, c'est l'ATP synthase. L'ATP synthase, je vais vous montrer une petite vidéo, une animation qui montre comment elle fonctionne. C'est un moteur à protons. C'est, à ma connaissance, l'un des deux
systèmes vivants, molécules de la vie qui utilisent la roue. Vous avez une partie ici qui tourne alors que celle-là est fixe. Je vous présente une petite vidéo. En image de synthèse, vous avez un rotor, un stator, ATP synthase, ça veut dire qu'elle va prendre de l'ADP avec 2 phosphates pour faire de l'ATP à 3 phosphates. Donc dans le milieu extérieur, il y a, heu, de l'ADP et il va être absorbé par ces sacs-là et par compression, je pense que c'est avec un phosphate, par confinement, eh bien, un phosphate va être ajouté à l'ADP. Alors l'ATP, c'est quand même la molécule, de la vie, quoi. C'est quoi que vous fassiez, quelconque muscle que vous bougez, la mémoire que j'invoque là, avec difficulté, de temps en temps, c'est de l'ATP. Mes états d'âme, c'est de l'ATP, tout dans le vivant, de la bactérie, jusqu'à l'éléphant ou la baleine, ça fonctionne à l'ATP. C'est pourquoi la petite vedette? Parce que c'est une enzyme, hein, c'est une machine, enzyme égale, catalyseur. Qui, a, tout à fait étonnant parce que c'est rotatif. Alors quel est le deuxième moteur que je connaisse rotatif? C'est le flagelle des bactéries qui est qui fonctionne à peu près comme ça et qui contient, des à l'intérieur, de la membrane externe de la bactérie, un rotor et un stator. Bien, en fait, la conférence pourrait s'arrêter là si, heu, parce qu'on a parlé des 2 molécules que la photosynthèse, produit, mais tout ça, c'est très virtuel, ça nous parle pas. L'ATP, on l'a jamais goûté, quoi, même si, on en fabrique, on n'a pas d'attache, sensitive à ça. La photosynthèse, on vous a toujours dit que c'était, des c'était, la fabrication de sucre, de glucose, grâce à la lumière. Alors, dans une seconde phase, c'est vrai, n'est pas totalement rattaché à la lumière, il va y avoir synthèse de sucre. La photosynthèse, in fine, va aboutir à la synthèse de sucre. Comment? Eh bien, par, ce qu'on appelle le cycle de Calvin. Le cycle de Calvin, ça, c'est quand même, l'histoire d'un travail absolument fabuleux dans les années, heu, 1950. Ce travail a été terminé en 1953, un peu comme, l'ADN. Un travail de déchiffrement du rôle de ce qui se passe à l'extérieur. Je reprends je reprends mon chloroplaste. On va quitter donc nos thylakoïdes là, nos petits saccules et on va s'intéresser à tout ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur de ça va être synthétisé des sucres. Comment? Par le cycle de Calvin. Comment? Grâce à une enzyme qui est absolument colossale, qui s'appelle Rubisco. Tiens, on la voit pas. Hop, j'ai dû glisser comme ça, la voilà. Voilà comment les chimistes travaillent, ils font des modèles. Alors c'est un modèle de cette enzyme qu'on appelle la Rubisco. Ribulose, biphosphate, carboxylase, oxygénase.
Donc, elle est capable de carboxyler, c'est-à-dire à partir d'un sucre qu'on a préexistant, je me lève un instant, hop, à partir d'un sucre qui s'appelle le ribulose biphosphate, eh bien, elle va être capable d'ajouter une molécule de CO2. Alors, ça aurait été dommage de ne pas parler de ça, parce que photosynthèse, ça veut dire aussi une série d'événements qui, qui produit de l'oxygène, mais aussi qui absorbe le CO2. En ce moment, on parle beaucoup de ce CO2, qu'il y en a trop, que les plantes en absorbent. Eh bien, les plantes en absorbent ici, ici et nulle part ailleurs. Alors, pour marquer les esprits, tout le carbone dont vous êtes fait, dont nous sommes faits, tout le carbone est passé par cette molécule. Comment? Eh bien, le CO2 va rentrer dans la feuille ou dans la partie verte de la plante par, je ne sais pas pourquoi ça est décalé, par ce que vous connaissez, vous l'avez vu au collège, au lycée, par des stomates. Stomate en grec, c'est la bouche. Par ces petites bouches, va être absorbé et puis va être traité par cette enzyme. Rien n'est simple. Il va y avoir une chaîne d'événements avec 11 au total, 11 enzymes qui vont les unes après les autres fabriquer in fine du glucose. Alors, première étape, je voudrais d'abord vous montrer un peu la complexité de l'affaire. Ça, c'est la torture de tous les étudiants. Ça, c'est une façon simplifiée de voir ce cycle de fabrication des sucres. Vous avez donc cette enzyme, la Rubisco, le dioxyde de carbone. Vous avez en gros 3 phases. C'est très simplifié ça. La vérité, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi c'est décalé. Ben, parce que mon écran est décalé. Tac. Voilà. C'est tout ça. C'est le genre de torture que l'on donne aux étudiants pour passer les examens. Il faut tout simplement, à part les examens, il faut être admiratif devant une telle complexité et surtout devant le travail d'une équipe de 3 personnes, Calvin, Melvin Calvin, Benson et Bassam. Donc évidemment, tout ça, ça mérite un prix Nobel. Toute une série de sucres qui vont être fabriqués. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, le premier dont j'ai parlé, le ribulose. Ensuite, le dernier, le glycéraldéhyde 3-phosphate. Une petite parenthèse, quand vous avez un sucre comme ça, qui est fichu ribulose 1,5-biphosphate de phosphate, part et d'autre. Ça, pour un chimiste, c'est clair. C'est qu'il va y avoir une opération à ce niveau-là. Il va y avoir rupture de ce phosphate avec dégagement d'énergie pour coller un autre atome ou une autre molécule. C'est un peu comme un pistolet. Un pistolet, s'il n'y a pas de balle dedans, c'est un presse-papier. Ça peut servir de presse-papier. S'il y a une balle dedans, il va avoir une fonction que vous connaissez. Là, c'est pareil. Chaque fois que vous avez un phosphate, c'est qu'il y a de l'énergie potentielle pour faire une autre lésion. Au fait, est-ce que vous reconnaissez là l'ATP? L'ATP qui a été fabriqué lors de la phase avec la lumière. Eh bien, on le retrouve là. Il s'est désintégré en ADP. Il a perdu un phosphate. Ce phosphate, il est venu armer ce sucre qui s'appelle le ribulose. Pourquoi pour les non-chimistes, quand il y a des chiffres comme ça, 1,5,
c'est qu'on numérote les carbones, donc le carbone numéro 1 et le carbone numéro 5, que je vois pas là, quoi, sont armés, il est là, mais ils auraient dû le faire en noir. Ils sont armés de de phosphate. Donc le dioxyde de carbone arrive là-dedans et produit le 1,3. Décidément, je suis fatigué à cette heure-là. Le 1,3, le 3-phosphoglycérate. Donc c'est ce sucre, je suis plus à l'aise avec celui-là, c'est ce sucre qui va être la matière première pour tout fabriquer par la suite dans la plante. Vous savez qu'une plante, eh ben, elle est construite de cellulose, un arbre surtout, c'est des tonnes de cellulose. C'est des réserves en énergie d'amidon, c'est du glucose et c'est du saccharose. Le glucose, c'est un sucre, mais qui est intermédiaire. Il est pas aussi stable que l'amidon, donc on va le trouver en transition. Mais, donc, à partir du glycéraldéhyde 3-phosphate, vous voyez cette flèche-là, toutes sortes de produits vont être fabriqués dans la cellule végétale. Donc vous avez dans un premier temps du glucose, ensuite de l'amidon qui va être réimporté. Non, l'amidon reste dans le chloroplaste et va servir de source d'énergie à la plante quand il n'y a pas de lumière, tout simplement. La plante, elle continue à faire sa vie de plante même la nuit, sans lumière, grâce à ses réserves d'amidon. Elle va continuer elle va se transformer en petit animal parce qu'elle va utiliser de l'oxygène. Comme elle a des mitochondries, elle va fonctionner comme n'importe quel animal. On n'a pas fait de pause pour les questions. Il y a quelqu'un? Il y a encore quelqu'un? Vous n'êtes pas tous évaporés? Il y a pas de questions, alors tu m'as laissé parler? Ouais, d'accord. Donc, comme on a encore 5 minutes, je voudrais insister sur cette enzyme, la Rubisco. Cette Rubisco, c'est vraiment, elle remplit tout l'espace. Il y en a une telle quantité. Voilà la Rubisco. Elle est dans ce qui n'est pas occupé par nos complexes, là. Donc elle est en dehors ce qu'on appelle les thylakoïdes. Je reprends. Voilà. Elle est partout là-dedans. Quand vous mangez des épinards ou de la salade, il y en a tellement que c'est principalement ça qui vous nourrit, quoi. Rubisco. C'est une protéine très complexe qui contient donc de l'azote, comme toutes les protéines, et qui est une source de nourriture à tous les animaux, surtout végétariens, quoi. À tous les herbivores. La Rubisco, c'est vraiment la protéine la plus répandue sur la planète. C'est des masses considérables, absolument considérables. On pourrait se dire que tout est parfait. Eh bien non, la Rubisco, elle s'appelle CO parce que carboxylase, elle fixe le CO2, mais oxygénase aussi. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois absorber de l'oxygène et
ça s'appelle une phosphorylation, une photooxydation. Donc elle va absorber de l'oxygène et rejeter du CO2. C'est pour ça que son rendement, il est pas, et pas seulement la nuit, ça, hein. C'est pas, je parle pas du travail des mitochondries, pas seulement la nuit. Elle peut, à tout moment, se mettre à fonctionner en oxygénase, ce qui fait baisser le rendement de production d'une plante. Pourquoi? Il y a de la recherche qui se fait là-dedans, parce qu'on aimerait bien une plante idéale, on sait un OGM, quoi, pour le dire simplement, qui n'ait pas cette fonction oxygénase. Là, la plante aurait plus de rendement. Mais on sait aussi que cette fonction oxygénase, elle sert à fixer de l'azote. La plante, elle a toutes sortes de stratagèmes pour fixer l'azote, mais c'en est un, par un cycle très complexe que je ne vais pas développer ici, que je n'ai pas en mémoire, mais qui fait intervenir des peroxysomes. Quand je dis que c'est complexe, c'est vraiment absolument complexe. Et on n'est pas vraiment sûr que ça soit, cette fonction-là soit là pour l'oxygénase, pour, euh, pour fixer de l'azote. Bon, enfin. Donc une machine complexe, pas très efficace, qui est là depuis plus d'1 milliard d'années, qui doit se débrouiller avec qui doit se débrouiller avec un air saturé en oxygène. Enfin, saturé, où il y a beaucoup d'oxygène. Il y a 21% d'oxygène. Donc la plante, elle doit se débrouiller avec ça. Cet oxygène, elle pourrait peut-être l'évolution a fait que les plantes arrivent à survivre avec un toxique pour elles, qui est l'oxygène. Elles se développeraient certainement mieux avec moins d'oxygène dans l'air, et c'est ainsi. Alors pour conclure, j'espère que la prochaine fois que vous partirez en forêt, vous serez devant un paysage tout vert, vous imaginerez toute cette complexité, la complexité que nous avons vue là, ça c'est mon chien qui tousse, la complexité que nous avons vue dans cette chaîne mécanique de transport d'électrons. Quand le soleil apparaît après une longue nuit, et ben, tout ça se réveille. Lui, l'ATP synthase, elle a tourné au ralenti toute la nuit parce qu'elle utilise des sucres pour probablement, je m'avance peut-être, hein. Je suppose qu'elle utilise les sucres qui ont été fabriqués le jour et le gradient de protons se maintient et elle continue à fabriquer de l'ATP. Je m'avance peut-être un peu en disant ça. Ou alors ce sont simplement les mitochondries qui produisent de l'ATP. En tout cas, à l'aube, quand il y a les premiers rayons du soleil, bah, tout ça se met en route. Et c'est à une échelle tellement gigantesque que ça donne le vertige. C'est quand on voit un paysage de forêt à l'infini, que dans chaque feuille, il y a des chloroplastes, et il y en a quelques centaines, une centaine ou quelquefois moins de 100, mais enfin, il y a beaucoup de cellules dans une feuille, et il y a beaucoup de feuilles dans un arbre, donc ça fait vraiment beaucoup. Et tout ça se met en route et produit son oxygène, produit de l'oxygène, produit des sucres et fixe du CO2. Voilà, je suis prêt pour réfléchir. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Sujet ô combien complexe. Alors je pense que tout le monde n'aura pas toutes les infos, mais l'idée c'était aussi de, si vous ne connaissez pas bien le sujet, de vous mettre un peu le pied à l'étrier
et de vous aider à, évidemment, à creuser un peu le sujet. Évidemment, en 50 minutes, c'est impossible de tout retenir et de tout comprendre. Moi, le Ouais. premier, hein, Ah ouais. clairement. Mais alors, c'est marrant parce que le cycle de Calvin, je l'ai regardé, j'ai regardé une conférence il y a 3 mois là-dessus. Et effectivement, ça fait partie des infos ultra complexes qu'on demande à retenir aux étudiants. Je vois passer ça sur Facebook des fois pour rigoler. Donc, ouais, effectivement, c'est pas si simple. Ce que je vais faire, Ah, c'est que, alors du coup, vous pouvez arrêter votre partage d'écran, mais garder la webcam. Laurent, est-ce que tu nous rejoins? Ouais. Alors, attendez, je m'organise. Hop, ici. C'est bon. Voilà, parfait. Alors là, tac. Ça, c'est bon. On a Laurent qui nous rejoint. Parfait, messieurs, vous êtes tous les deux à l'écran avec moi. Bah, c'est parfait. J'ai noté quelques questions qui sont passées dans le chat. ouais. J'ai vu en passant qu'il y a eu un gagnant à notre jeu du chat. J'ai pas encore regardé ce que c'était. On regardera ça juste après. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé un mot qui a donc gagné un lot. On va voir ça après. Qui est-ce qui a gagné un lot d'ailleurs? Ah, attendez, je vais mettre ça là comme ça. Hop. On repasse sur le mode chat qui est ici. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'est toi, Esken, encore? Ah, la vache. Qu'est-ce que tu as gagné du coup? Un hybride de chez moi, d'accord. Donc j'ai un colis à faire pour Esken encore la semaine prochaine. Le mec a gagné plein de plantes. Il a fait toute sa collection avec le, avec le projet de conférence, quoi. Alors, les questions. Il y a Aquatic qui demandait comment on peut savoir tout ça. Est-ce que ce sont des hypothèses ou est-ce que c'est observé spécifiquement au microscope? Tout ce phénomène-là. Alors, certainement pas au microscope, même au microscope électronique. Ces molécules, elles sont, on connaît leur structure. Ça, c'est la question qui me cause des problèmes parce que comment peut-on connaître l'invisible? Eh bien, par spectroscopie, par les rayons X, on arrive à désintégrer chaque élément, le cristalliser et le passer à sous rayons X. Et on arrive à connaître la structure moléculaire de ces différents éléments. Pour le cycle de Calvin, c'est différent. On a utilisé des isotopes du carbone pour différencier toutes les molécules, toutes les étapes, les différentes étapes. Ça, ça a été fait avec les isotopes de carbone, le carbone 14, quoi, qui est radioactif. Donc on a pu savoir à quel endroit se fixait le carbone et à quel moment. Donc c'est vraiment quelquefois on trouve que l'homme est bête dans son comportement, mais parfois il est absolument génial. Parce que pour avoir compris ça, il faut se mettre quand même à l'époque, hein, juste après la guerre, Ouais. Seconde Guerre mondiale, pour avoir compris ça et avoir trouvé le moyen d'interrompre chaque étape très rapidement. Après il fallait faire ça très très vite. Ok. Donc c'est intéressant de se plonger là-dessus, hein, la méthode de l'équipe Calvin, Ouais. Bassam et Benson. C'est intéressant de voir un peu leur stratégie. Ça a duré des années, des années. C'est l'histoire d'une vie. Ok. Ah, effectivement. Ouais. Et puis visiblement, c'est pas terminé, quoi. Il y a toujours des zones d'ombre. Et puis on essaye actuellement les grands enjeux de notre planète, c'est d'arriver à produire de l'hydrogène euh, sans trop dépenser d'électricité, donc en Mhm. utilisant des catalyseurs. On s'aperçoit, là, je vous ai parlé d'un système qui se trouve sur le P680, le photosystème 2, qui catalyse l'eau avec du manganèse. Ça marche pas. Quand on essaye de catalyser, pas de catalyser, d'électrolyser
de l'eau avec du manganèse, ça marche pas. La plante y arrive, mais nous, non. Donc on a trouvé d'autres métaux c'est des voies de recherche pour catalyser l'eau dépenser, pour électrolyser l'eau sans dépenser trop d'énergie. Ok, Voilà. parfait, Ouais, merci. c'est assez stupéfiant, ouais. Bah, il y a une question qui rejoint un peu ça, c'est y a-t-il de grandes découvertes sur la photosynthèse régulièrement? Donc du coup, on va avoir des découvertes au fur et à mesure. Alors, c'est très confidentiel. Moi qui ai travaillé un peu là-dessus, là, j'ai essayé de collecter des informations. Euh, En plus, ça dépasse un peu mon niveau, mais si, je sais qu'il y a de la recherche régulièrement. Cette année, par exemple, le chloroplaste, là, on l'a trouvé, ça concerne la paléontologie, paléontologie biochimique, quoi. On a eu preuve de son existence il y a 1,7 milliard d'années. Ok, Je ne sais pas comment on l'a démontré, parce que là, ce sont des pierres qui sont complètement... Et cette année, on a trouvé ça, quoi. La preuve que des chloroplastes existaient à cette époque. Et puis, donc, améliorer la performance des plantes. C'est ça le truc. Donc, la recherche se fait là-dedans. ok. La Rubisco, ouais, on aimerait qu'elle travaille mieux. Donc, je sais qu'il y a des tentatives d'OGM D'accord, ok. donc d'organismes modifiés pour avoir des rendements supérieurs. D'accord, ok. D'autres questions? Les plantes carnivores ont-elles une photosynthèse différente des autres plantes? Je suppose que non. Non, j'ai fait une petite recherche. Je me suis dit, est-ce qu'il Ouais, y a une plante carnivore qui utiliserait, parce que les plantes carnivores, à ma connaissance, elles sont carnivores que pour l'azote. oui, Est-ce qu'elles utiliseraient, comme nous le faisons, les sucres de la plante pour servir d'énergie? J'ai, j'ai pas de réponse là-dessus. Une plante qui ferait ça, ce serait un animal, quoi. ok, oui, d'accord, ouais. Est-ce qu'on sommes peut-être des plantes carnivores? Ça, j'ai voulu savoir aussi d'où on vient. Nous, animaux, qui sommes venus sur le tard, hein, très tard, Oui. est-ce qu'on n'était pas à l'origine euh, une plante unicellulaire qui a perdu la fonction chlorophyllienne et Hmm. puis qui s'est mis à bouffer ses semblables, quoi. D'accord, ok. Alors, il reste encore quelques questions, je me dépêche puisqu'il est 22h10 du coup. Est-ce que Ah les oui, il y a algues, une autre conférence. est-ce que les algues sont considérées comme des plantes? C'est Hanoï qui demande ça. Oui, moi en français en tout cas, et c'est bizarre, dans le monde anglo-saxon, on considère pas, ils ont deux mots pour ça. Bon, les algues, oui, ce sont des plantes. Elles fonctionnent comme nous. Elles n'ont pas de stomate. Le CO2 va passer directement, à ma connaissance, hein, je m'engage un peu, mais elle passe directement à travers la paroi cellulaire, le CO2 passe directement, alors que les plantes aériennes, elles ont besoin de ces petites bouches, ces stomates, pour absorber le CO2, parce qu'elles sont recouvertes de cuticules étanches. Et ces petites bouches, elles s'ouvrent, elles se ferment pour économiser l'eau. La nuit ou quand il fait trop chaud, elles se ferment. Ce sont D'accord. véritablement des bouches, hein. Il y a une lèvre supérieure, une lèvre inférieure, et alors que la plante aquatique et les algues, attention, la plante aquatique et algues, ça peut être différent, on voit une diffusion directe, quoi, du CO2. Ok, Voilà. parfait. Merci pour le détail. Laurent, est-ce que tu avais Ouais. une question? Est-ce que tu as un commentaire? C'était ça, moi, ma question, c'était sur les plantes carnivores. Parce que vous avez l'air de dire que les éléments chimiques de métaux ont une importance, sont très importants. Et les plantes carnivores, en fait, ne les trouvent pas dans leur substrat, ces éléments. Comme vous parliez du cuivre ou du fer. Je me demandais où elles pouvaient les trouver ou s'il en fallait tellement peu que de toute façon, il y en a dans le substrat et c'est pas un problème, quoi. Ah ben ouais, ce qui est vraiment important pour les plantes carnivores qu'on trouve dans des sols très marécageux, acides, je sais pas quoi.
Et c'est l'azote, hein. C'est vraiment. De toute façon, c'est le grand défi de la vie sur Terre, c'est cet azote. Cet azote est partout, partout dans l'air, et on n'arrive pas à se le procurer facilement. Il n'y a que les bactéries qui arrivent à se le procurer. Et encore, avec, ça demande de l'énergie. Donc les éléments nutritifs, ouais, c'est un problème. Euh, Probablement qu'une plante carnivore va, va récupérer les cuivres, le magnésium, tout ça de ses proies, ce sont des animaux qui ont aussi ces éléments, hein. Oui. Ouais. Ouais, de toute façon, les quantités sont c'est tellement faibles qu'on n'a jamais pu mettre ça en valeur déjà pour mettre en évidence le fait que les plantes ingéraient une partie des insectes. Ça a été très très compliqué. Donc s'il y a moins d'éléments, évidemment, oui, c'est quasiment impossible. Alors, les plantes carnivores sont pas un enjeu économique. On s'en nourrit pas. Mais si on voulait savoir, ce serait simple, hein. Il suffit d'utiliser des isotopes radioactifs. Donc on verrait, hein, si le cuivre d'un animal absorbé finit dans la plante ou pas. Par exemple, je dis le cuivre ou le magnésium. C'est Par les isotopes, on peut tout faire. Mais ça demande des recherches qui seront jamais financées. Oui, c'est sûr. Ouais. Ce qui est bien, c'est marrant ce que vous parliez du C14 ou la spectrographie de masse, et c'est des techniques qui sont de plus en plus utilisées en archéologie. Donc, plus les gens comme vous allez travailler, plus en archéologie, nous, on pourra également faire des découvertes extraordinaires. Parce que ça a tout changé en archéologie, en fait, toutes ces techniques. Donc, Ah oui, oui, la datation, ouais. Les datations, c'est et puis fabuleux, maintenant, ouais. les Ah oui. analyses avec, la spectro de masse, toutes les analyses d'aliments dégradés, par exemple, dans des contextes archéologiques, on les retrouve grâce à ça, en fait, grâce à ces techniques qui ont été adaptées en Ouais. fait, à l'archéologie. C'est dingue. On peut voir les Ah ouais, molécules très mais précisément, comme vous le disiez. C'est incroyable. c'est incroyable que l'archéologie soit devenue il y a un volet entier de l'archéologie qui est entre les mains de biochimistes, hein. Exactement. Là, je sais qu'avec on est capable d'analyser des protéines d'animaux disparus depuis 15 000 ans pour les identifier. L'ADN a disparu, mais avec les protéines, on arrive à savoir avec un bout d'os que c'était d'un cheval ou d'un mammouth, rien qu'avec des déchets de cuisine de Néandertal. Eh bien, je sais que c'est au point, ça y est, c'est lancé, ça. On arrive à Paris, personnellement, je sais qu'on forme des étudiants pour ce genre de technique. D'accord. Pas encore assez, mais il y en a de plus en plus. Bon, je vous propose qu'on Merci en tout passe cas, c'était passionnant. à la conf d'après. Merci beaucoup pour votre participation, Oui, votre temps. Merci pour toutes ces merci. explications. Je vous propose donc qu'on passe à la conf suivante.